Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Carl Schmitt. Carl Schmitt est un philosophe et juriste allemand né en 1888 et décédé en 1985. Mais c'est surtout un homme qui, dira-t-on, fut longtemps victime de ce que l'on nomme en rhétorique la réduction ad Hitlerum. Pour ceux qui ne le savent pas, la réduction ad Hitlerum est un argument moral que l'on utilise souvent contre toute personne soupçonnée de près ou de loin d'avoir été du côté de l'Allemagne nazie. Au même titre que les termes bolchevique ou fasciste sont utilisés pour jeter le discrédit sur un adversaire politique, l'argument ad Hitlerum permet de disqualifier un penseur que l'on juge avoir été du mauvais côté de l'histoire. Et pour preuve, il est vrai que les accointances de Carl Schmitt avec le régime national-socialiste, dont il sera ensuite écarté en partie pour sa complaisance envers le catholicisme, jetèrent ses œuvres dans les livres maudits de ces penseurs de la révolution conservatrice allemande, à l'image de Heidegger, Spengler ou encore Evola, dont les accusations en proto-nazisme ne manquèrent pas de coller à l'héritage. Or, si j'ai souhaité aujourd'hui parler de ce penseur brûlant, car j'aurais bien pu, il est vrai, choisir un auteur plus consensuel, c'est parce qu'au-delà du jugement moral qui appartient à chacun, il m'a semblé important d'aborder un point conceptuel primordial à l'aune de cet auteur. Et ce point conceptuel, c'est la distinction entre démocratie et libéralisme. À l'heure où le terme de démocratie libérale est presque perçu comme un pléonasme, c'est-à-dire que personne n'imagine dissocier pouvoir du peuple et protection des droits individuels, nous allons voir aujourd'hui qu'historiquement, le pouvoir du peuple et la protection des droits individuels sont précisément deux options d'un dilemme politique qui oscille entre obéissance à la majorité et protection des minorités. Carl Schmitt est donc ce que l'on nommera en histoire des idées un antilibéral, au sens où il incarne une pensée politique désireuse de questionner l'essence même de la philosophie libérale. Et si toute pensée de droite, car il est vrai Carl Schmitt se situe à la droite du spectre politique, si toute pensée de droite critique du libéralisme a souvent été accusée, à tort ou à raison d'ailleurs, de nous ramener aux heures les plus sombres de notre histoire, toujours est-il que la philosophe Hannah Arendt décrira l'œuvre de Schmitt comme celle de, je la cite, l'homme le plus significatif dans le domaine du droit constitutionnel et du droit international. Aujourd'hui, nous allons laisser de côté ces réflexions les plus connues du grand public sur la dialectique entre amis et ennemis, pour nous concentrer sur la critique de la République de Weimar, le régime politique allemand s'étalant de 1918 à 1933, qui est en réalité une critique beaucoup plus globale faite par Carl Schmitt du parlementarisme. Si l'ouvrage que nous allons étudier aujourd'hui a été publié en allemand en 1923 sous un titre que vous verrez sur la vidéo, puisque je serai incapable de le prononcer, mais en tout cas en français on le traduira par la situation du parlementarisme actuel dans l'histoire de la pensée, puis réédité 3 ans plus tard, ce sont deux éditions de 1988 que nous traiterons principalement aujourd'hui. L'une française aux éditions du Seuil, l'autre traduite en anglais par Helen Kennedy qui se base principalement sur l'édition allemande de 1926. Dans cet essai donc, Carl Schmitt entend mêler philosophie du droit, histoire des idées et sciences politiques. Son objectif, je vais le citer lui-même, atteindre le noyau ultime du Parlement moderne. Alors par atteindre le noyau ultime du Parlement moderne, Carl Schmitt entend avant tout définir ce qui constitue le Parlement et surtout le parlementarisme. Un concept qu'il souhaite dissocier d'un autre concept qu'est la démocratie. Au sens moderne, le concept de parlement nous vient d'Angleterre, où dès le XIIIe siècle, il désignait un organe ayant commencé à affirmer son pouvoir face à l'autorité du roi Jean sans Terre. A l'origine, il est né d'une volonté des comtes et représentants de la société civile de créer des contre-pouvoirs à la monarchie. En France par exemple, jusqu'à la Révolution, ce terme s'appliquait à des cours de justice locales comme les parlements de province, avant de devenir au XIXe siècle l'emblème du pouvoir législatif, branche clé dans la théorie de séparation des pouvoirs. Le parlementarisme est donc né d'une volonté de contrebalancer le pouvoir exécutif incarné à l'époque de la monarchie. Il est bon de noter, comme le souligne Guy Hermé dans son dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, qu'au départ, le Parlement n'est en rien une institution démocratique, au sens où il ne fait que représenter, et surtout en Angleterre, deux classes dirigeantes qui vont s'affronter pendant plusieurs siècles, la bourgeoisie et l'aristocratie. La démocratie, quant à elle, est beaucoup plus difficile à définir.
Elle est beaucoup plus difficile à définir, notamment si l'on s'en tient à sa base étymologique, c'est-à-dire le kratos du démos ou le pouvoir du peuple. Décrit comme un véritable décret providentiel, on pensera notamment aux auteurs libéraux du 19e, à l'image d'Alexis de Tocqueville, qui, dans De la démocratie en Amérique, parlait de l'inexorable marche de l'humanité vers ce qu'il nommait l'égalisation des conditions, la définition selon lui de la démocratie. Et ce décret providentiel témoigne du fait que la démocratie n'avait au début du 19e siècle, sinon une simple forme d'organisation théorique, pas le moindre contenu politique. À vrai dire, il y avait des démocrates, je mets des guillemets évidemment, aussi bien chez les socialistes que chez les bonapartistes au cours du 19e siècle, et même dans une fraction de la bourgeoisie libérale. Encore que cette bourgeoisie libérale eut longtemps plaidé en faveur du suffrage censitaire. Au début du 19e siècle donc, ce qui définissait la démocratie, ou du moins le premier critère, c'était le suffrage universel. La démocratie était donc comprise comme le moyen que pouvait obtenir le peuple d'accéder directement aux affaires publiques. Or, le problème de cette définition réside précisément dans le terme direct d'abord, c'est-à-dire le fait d'accéder aux affaires publiques doit-il appartenir au peuple de manière directe ou doit-il s'exercer de manière indirecte par le biais de représentants? Et surtout, autre problème, qu'entend-on par le terme peuple? Dans pouvoir du peuple, il faut définir le pouvoir, il faut définir le peuple, et non pas s'en tenir à une vision abstraite, à une définition qui se baserait sur la raison, comme elle a pu l'être par exemple chez Platon, puisque la démocratie était considérée chez Platon comme la dernière marche avant la tyrannie. Mais si l'on doit faire cette distinction entre la mise en application de la démocratie et le concept même de la démocratie, c'est parce que pour Schmitt, le problème de l'opposition entre parlementarisme et démocratie réside dans ce problème de définition. C'est pourquoi notamment Carl Schmitt distingue ce qu'il nomme la forme d'une autorité et le contenu d'une autorité. La forme d'une autorité qu'il appelle également la théorie de l'autorité et le contenu qu'il appelle la pratique de cette autorité. Pour parler métaphoriquement, on pourrait prendre l'exemple d'un verre. Quand quelqu'un vous propose de boire un verre, quelle que soit la boisson, vous conceptualisez en théorie ce que signifie le fait de boire un verre. On appelle cela l'intelligible, c'est-à-dire l'idée de boire un verre sera la même pour tout le monde. Mais ce qui va changer votre expérience, c'est-à-dire ce qui va affecter votre perception sensible de l'expérience de boire un verre et qui va faire que vous allez apprécier matériellement cette expérience ou non, c'est bien moins le verre en lui-même que son contenu. Or c'est pareil pour la démocratie. Parler de démocratie comme du pouvoir du peuple, c'est avoir le contenant théorique d'une organisation politique sans en connaître l'application réelle, qui pourtant est la plus intéressante car c'est elle qui définit réellement le degré d'appréciation de la démocratie elle-même. Or, si le régime démocratique avait au XIXe siècle une forme, son contenu réel, c'est-à-dire sa mise en application, restait vague. C'est pourquoi Carl Schmitt écrit à ce propos, je le cite, « Une démocratie peut être militariste ou pacifiste, absolutiste ou libérale, centralisatrice ou décentralisée, progressiste ou réactionnaire. » Je conçois que quiconque trouvera cette phrase provocante et dénuée de cohérence politique, en arguant que, finalement, démocratie et liberté vont naturellement de pair. Mais attendez la suite de la démonstration. Pourquoi Schmitt choisit-il de dissocier la pensée libérale de l'idéal démocratique? D'abord parce que le pouvoir du peuple repose sur une notion abstraite qui est celle de peuple, mais surtout de volonté générale. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau parlait ainsi de la démocratie comme, je le cite, d'un gouvernement parfait. Un gouvernement parfait qui restait néanmoins impossible à atteindre. Dans nos sociétés modernes, c'est ce qu'il explique notamment au chapitre 4 du livre 3 du contrat social. Et cela dit, il considérait que malgré cette impossibilité à atteindre la démocratie parfaite, l'exigence d'une société démocratique, où le contrat social serait respecté, reposait sur le triomphe de la volonté générale sur la somme des volontés particulières. Une exigence qui, à en croire les écrits d'Adam Smith ou encore Bernard Mandeville, dans la fable des abeilles, est aux antipodes de la conception libérale. Une conception qui, rappelons-le,
implique de considérer que la somme des vices privés fasse les vertus publiques, et donc que la poursuite des intérêts individuels conduise au bien commun. Sauf que nous ne sommes pas plus avancés. Le problème de la démocratie réside dans l'impossibilité de définir encore une fois clairement l'expression de la volonté générale. Un concept rousseauiste qui ne se superpose jamais réellement au principe de l'unanimité. Si l'on part du principe que 50% de la population plus une a réussi à épurer ses volontés particulières et à poursuivre la vertu, alors dans ce cas-là, peut-on dire que dans le cas où une décision serait prise par cette partie de la population, nous serions dans un régime démocratique? Schmitt pointe donc à un paradoxe, je le cite, la situation où les démocrates sont dans la minorité est en effet très fréquente, c'est-à-dire que dans la mesure où la démocratie n'est parfois l'apanage que de marginaux à certaines époques, il apparaît difficile de l'imposer, sinon quoi cette contrainte enfreint le principe même de volonté majoritaire, une réduction par défaut de la volonté générale. Parce que si l'expression de la volonté générale désigne 50% des voix plus une, alors si 50% des voix plus une estiment que la démocratie n'est pas une solution, peut-être qu'il est démocratique de ne pas accepter la démocratie. C'est là que Carl Schmitt et Rousseau tombent paradoxalement d'accord sur le fait que le problème d'une minorité de démocrates ou d'une minorité de personnes qui soient conscientes des vertus et du chemin d'accès à la vérité ne peut se régler que par l'éducation du peuple. Éducation nécessairement encadrée par un éducateur, soit-il un individu ou bien une classe qui s'estime légitime. Dans cette phase transitoire d'éducation, il est bien question d'un groupe minoritaire donc qui dicte à un groupe majoritaire, les non-démocrates, qui en théorie sont donc majoritaires dans cette situation, ce qu'ils doivent penser. Ce après quoi le groupe majoritaire accepte finalement la démocratie. Et cette phase de dictature au sens étymologique, puisque nous avons bien une autorité qui dicte, n'est selon Carl Schmitt pas le contraire de la démocratie, mais bien son corollaire naturel et même une étape nécessaire. Il n'a pas fallu longtemps avant d'entrer dans la provocation conceptuelle, puisque dès lors que l'on parle d'encadrement des masses, d'une dictature, d'une classe plus légitime, forcément que l'on est tenté de tomber dans la critique de notre intéressé, puisque c'est une pensée qui laisse la porte ouverte aux abus de pouvoir. Or, cette idée d'une liaison naturelle entre tentation autoritaire et pouvoir du peuple trouve ses sources bien avant l'époque moderne. Entendons bien que dans son sens historique et philosophique, l'époque moderne désigne la période s'étendant du XVe au XVIIIe siècle, donc de 1492 à 1789, pour ceux qui auraient oublié leur cours de primaire. Et dans l'Antiquité, notamment chez Platon, la démocratie était considérée comme une ignorance collective. C'est pourquoi elle était fustigée comme la marche vers la tyrannie, encore qu'en histoire des idées, le tyran et le dictateur ne soient jamais mis sur le même plan. Le premier étant celui qui soumet le collectif à son caprice privé, là où le second est celui qui se voit confier, en temps d'urgence, la responsabilité collective. Bon, nous ne nous attarderons pas sur cette distinction qui a le mérite de ne pas mettre César, Cromwell, Robespierre, Bonaparte à égalité avec les tyrans du XXe siècle. Toujours est-il qu'encore aujourd'hui, ni la démocratie ni la dictature ne revêtent un contenu explicite d'autorité. Du moins, il y a bien un contenu politique qui s'est développé chez les penseurs modernes, de John Locke à Benjamin Constant en passant par Montesquieu, et ce contenu politique, c'est le Parlement. Fruit de la pensée libérale, de cette quête anti-absolutiste, c'est-à-dire de cette volonté de saper l'autorité du roi, une volonté dont la France a puisé ses inspirations outre-Manche, en Grande-Bretagne, le Parlement est la clé de voûte de la critique schmittienne du libéralisme. Organe politique habituel du pouvoir législatif, qui peut être tantôt monocaméral ou bicaméral, voire tricaméral dans de rares exceptions, le Parlement est présenté par Carl Schmitt comme un dérivé de la raison pratique d'une part, et s'inscrit d'autre part dans une logique de musellement de la souveraineté. Alors, un dérivé de la raison pratique parce que le libéralisme est d'abord un rationalisme, au sens épistémologique du terme, c'est-à-dire qu'il considère que l'individu appartient à un ensemble plus grand qu'est l'humanité et que tous les individus ont un dénominateur commun dans l'accès à la vérité et aux connaissances, à savoir la raison.
et d'autre part un musellement de la souveraineté parce que le Parlement est avant tout un organe qui a été créé pour freiner l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire l'expression de la volonté du peuple. Sur cette question de souveraineté, il est bon de rappeler que les libéraux de la Révolution, davantage de 1789 que de 1793, pour reprendre la typologie habituelle de François Furet, ces libéraux abhorraient l'idéal démocratique. Dans son discours du 7 septembre 1789, Emmanuel Sieyès, la figure par excellence du libéralisme antidémocratique, s'exclamait, je le cite, « Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » Anti-rousseauiste, Sieyès répondait déjà à la tentation d'une démocratie directe qui était voulue par Rousseau et d'une souveraineté populaire. Pourtant, bien que les hommes de 1789 fussent dépassés sur leur gauche par le jacobinisme et la pensée de 1793, bien que la pensée libérale bourgeoise se tût un temps face à la pensée républicaine stricte de Robespierre et Saint-Just, le parlementarisme, comme doctrine d'une primauté du Parlement dans l'exercice de la souveraineté, se fraya petit à petit un chemin qui lui permit au cours du XIXe siècle de s'imposer comme le gage d'une nouvelle conception de la démocratie, celle de la représentation ou de la démocratie directe. La démocratie dite représentative, je mets des guillemets, et je sépare donc volontairement ces deux termes, puisqu'ils constituent un oxymore dans la pensée de Carl Schmitt, nous y reviendrons, est née d'un principe simple découlant de la raison pratique. Dans la mesure où il est impossible de sonder individuellement tous les citoyens, et donc qu'une forme directe de démocratie est, dans les sociétés modernes, anachronique au vu du nombre considérable d'individus, le Parlement se présenterait, selon Carl Schmitt, comme une commission du peuple, chargée de représenter sa volonté. Mais alors, quels sont les principes communs à cette commission dans les démocraties modernes ? Ce que Carl Schmitt nomme et fustige la discussion. Le Parlement découle en réalité, selon une expression du théologien Rudolf Schment, d'un processus, je le cite, de dynamique dialectique, à savoir le débat, puisque le Parlement vient du verbe parler. Le débat se manifeste par l'opposition permanente des opinions qui, selon le raisonnement classique porté par les libéraux, Schmitt cite à ce titre François Guizot comme en étant le représentant typique en France, eh bien, ce raisonnement libéral suit le schéma rationaliste suivant. D'abord, les représentants sont contraints de trancher sur la vérité afin de mettre en œuvre une politique, et pour accéder à cette vérité, ils accordent une plus grande publicité aux affaires de l'État, ce qui favorise ainsi la logique de liberté de la presse. Or, si sur le papier ce schéma promeut la liberté d'opinion, dont d'ailleurs Carl Schmitt ne cherche pas nécessairement à faire le procès, il freine également la puissance législative. Parce que bien que l'opposition des opinions freine les excès de la majorité, ce que louait notamment Alexis de Tocqueville, elle n'est nécessaire que pour des objets appropriés. Je mets des guillemets puisque c'est une expression schmittienne. D'ailleurs, Schmitt se garde bien de définir le contenu de ces objets appropriés. L'opposition des opinions freine les excès de la majorité et n'est nécessaire que pour des objets appropriés, sinon quoi, le Parlement succombe à ce que Schmitt appelle la dictature de la raison. Or, si le parlementarisme moderne est la cible principale de cet essai, c'est précisément parce que sa foi en la discussion perpétuelle s'est substituée à la prise de décision rapide, et que les représentants du peuple ont pris peu à peu en otage l'intérêt commun au profit des intérêts particuliers de la discussion perpétuelle. C'est sur cette base que Carl Schmitt entend avancer sa thèse d'une incompatibilité entre le parlementarisme et la démocratie. Si l'opposition entre libéralisme et démocratie, entre état de droit et souveraineté populaire, sonne aux yeux des modernes comme un non-sens, toujours est-il que ce que l'on aime à nommer démocratie libérale est en histoire des idées bien plus un oxymore qu'un pléonasme. L'historien français Jean-Jacques Chevalier explique qu'avant de devenir les deux faces d'une même pièce, démocratie et libéralisme étaient antithétiques en France, tandis que la démocratie était synonyme de suffrage universel, masculin évidemment, et défendu par la gauche radicale ainsi que par les bonapartistes, ceux-ci tirant leur légitimité de l'appel du peuple par plébiscite, le libéralisme rimait quant à lui
avec suffrage censitaire et gouvernement d'une élite. Or, jusqu'au rétablissement du suffrage universel masculin en 1848, gauche libérale, républicain modéré donc, et droite orléaniste, qui défendait la monarchie constitutionnelle, ne souhaitaient pas que le peuple tout entier eût la légitimité à participer aux affaires politiques. René Raymond poursuit notamment cette analyse en arguant qu'au XVIIIe siècle déjà, la démocratie était considérée comme un régime autoritaire pouvant menacer les libertés, là où au contraire l'aristocratie était vue comme le meilleur rempart face à la tyrannie du peuple contre les libertés fondamentales. Chez Carl Schmitt, l'opposition entre parlementarisme donc et démocratie résulte d'une différence de genre. C'est-à-dire que si la démocratie repose sur un principe qu'il nomme d'homogénéité, c'est-à-dire de ce qui est du même genre, le parlementarisme libéral n'est devenu, selon lui, que le produit d'un principe d'hétérogénéité. Et cette hétérogénéité est une hétérogénéité d'intérêts. Entre qui ? Entre les différents partis siégeant au sein du Parlement. Le principal souci de la discussion publique, issue de ce schéma rationaliste d'accès à la vérité, c'est que, sous le masque du débat d'idées dont se réjouissaient peut-être à raison les libéraux, s'est révélé selon les mots de Schmitt, je le cite, une classe d'hommes passablement honnis, davantage soucieux de leurs intérêts partisans que de leur devoir initial, à savoir la représentation de la volonté générale. Je continue la citation. La foi dans le parlementarisme, en un gouvernement de discussion, appartient à l'univers de pensée du libéralisme, elle n'appartient pas à la démocratie. Le terme de gouvernement n'est ici pas à entendre dans son sens moderne, qu'il assimile vulgairement au pouvoir exécutif, mais dans son sens classique d'exercice du pouvoir politique. Or, si le Parlement représente des intérêts hétérogènes, quelle est cette homogénéité inhérente pour Schmitt au régime démocratique réel ? Quel est ce principe d'identité si cher à notre théoricien de la fameuse dialectique ami-ennemi, que nous n'analyserons pas aujourd'hui, mais qui pourtant reste inhérente à la politique ? Eh bien, l'unanimité. La volonté générale rousseauiste ne peut fonctionner selon Carl Schmitt que pour un peuple aux aspirations homogènes. Et comment transcrire politiquement la volonté générale d'un peuple si chaque individu n'aspire pas aux mêmes choses ? Ayant écarté la solution libérale, c'est-à-dire la discussion perpétuelle, par le débat, il faut admettre qu'en cela, Carl Schmitt est beaucoup plus un penseur de l'action que de la réflexion politique, il convient maintenant de présenter la solution schmittienne. La solution schmittienne, c'est l'élaboration des lois et la prise de décision sans discussion. Plutôt que de trouver la volonté générale en discutant, pourquoi ne pas l'exprimer par acclamation ? Le Parlement étant une obstruction démocratique d'intérêts privés, il faut pour Schmitt opposer à la conscience libérale des individus isolés dans leurs intérêts et dans l'isoloir, une unité du peuple qui exprimerait sa volonté non pas en discutant, mais en acclamant directement ceux ou celui qu'il juge légitime. Et si les libéraux lui reprocheront que l'acclamation ne peut que nourrir les passions populaires et menacer les droits de l'individu, des critiques qui sont, au vu des événements du XXe siècle, justifiées ou justifiables. Le juriste remarquera également, et à raison, que le penchant naturellement antilibéral du peuple ne nécessite pas de percevoir l'expression directe de sa volonté comme antidémocratique, au contraire. Les deux exemples qu'il énonce ne sont d'ailleurs pas anodins, je vais le citer, et c'est une phrase qui, je pense, est la plus provocante et la plus cinglante de cet essai. Le bolchevisme et le fascisme sont certes antilibéraux, comme toute dictature, mais pas nécessairement antidémocratiques. La démocratie ne pourrait donc selon lui que s'exprimer par l'exclusion de cette hétérogénéité qui menace l'unité du peuple, dans l'expression de sa volonté. Et si ici Schmitt ne détaille pas le fond de ce qu'il considère comme hétérogène, c'est parce que l'identité du peuple, ou ce que l'on appellera, ce qu'il appelle, le contenu de sa volonté, reste en réalité très abstraite. L'individualisme libéral, quant à lui, ne peut que participer encore plus de cette désunion du peuple en enfermant les individus dans la sphère privée et en les déconnectant de la politique, qui devient donc peu à peu l'affaire de factions et de partis désintéressés de la représentation réelle. Je le cite à nouveau, « Le peuple n'existe que dans la sphère publique ». Une phrase traduite de la deuxième édition.
Or, la publicité des affaires est ainsi, selon Carl Schmitt, incompatible avec le paradigme représentatif, imposé par l'idéologie de la classe bourgeoise, à savoir le libéralisme. C'est pourquoi, selon Carl Schmitt, seule la démocratie directe par acclamation peut exprimer l'identité démocratique et l'homogénéité. Cette homogénéité est celle permise notamment par les régimes césaristes. Le césarisme est une notion que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans ma vidéo sur la droite bonapartiste que je vous invite à visionner. C'est une notion politique d'autant plus intéressante sous la plume d'un penseur comme Carl Schmitt qu'elle permet de mettre en opposition les penseurs de la révolution conservatrice allemande, fussent-ils fascistes ou non, avec les écrits d'intellectuels communistes à l'image de Gramsci ou de Trotsky. En histoire des idées, le césarisme désigne un régime politique tirant sa légitimité d'une relation directe entre le peuple et un chef charismatique, souvent militaire, qui fait primer la dimension plébiscitaire et référendaire de la démocratie, au détriment de l'option parlementaire. Et si ce régime peut, selon les classifications, être tantôt progressiste, tantôt réactionnaire, classification de Gramsci, se décliner en bonapartisme ou en fascisme, classification de Trotsky, il se présente comme l'exemple par excellence de la démocratie autoritaire dans la pensée schmittienne. Cette agrégation de l'homogénéité du peuple, autour du chef, qui représente notamment ce que Max Weber nommait la légitimité charismatique, eh bien, cela nous amène à considérer un organe central dans la philosophie politique de Carl Schmitt, l'État. Nous en arrivons à notre dernière partie, et donc à la clé de voûte de cette pensée sur l'opposition fondamentale entre démocratie et libéralisme, et sur la nécessité de penser la démocratie comme un régime d'acclamation et d'action contre un régime de raison et de discussion. Si Carl Schmitt a souvent été décrit comme le Thomas Hobbes du XXe siècle, c'est parce que, comme les penseurs de l'époque moderne, à l'image de Machiavel ou encore Jean Bodin, il demeure un philosophe de la souveraineté. Là où les libéraux ont entendu faire primer l'individu sur le collectif, les théoriciens de l'État se sont d'abord concentrés sur la sauvegarde de l'intérêt général, quitte à parfois justifier la violation des droits naturels, aujourd'hui appelés droits de l'homme au nom du salut public. Voici ce que Schmitt écrit à ce sujet, je le cite. « La définition courante de la souveraineté aujourd'hui repose sur la reconnaissance de Bodin qu'il sera toujours nécessaire de faire exception à la règle générale dans des circonstances concrètes et que c'est le souverain qui décide de ce qui constitue une exception. Or, pour que le souverain vive, le principe d'unité doit prévaloir. La chute d'un État découle toujours, selon Carl Schmitt, d'un ébranlement de ce qu'il nomme son éthique, au profit d'une multiplication des éthiques, c'est-à-dire de l'hétérogénéité. Ces éthiques peuvent émaner de différentes institutions de la société civile, comme les syndicats, la famille, l'église, et plus globalement tout ce qui va affecter les mœurs et multiplier les intérêts. Plus elles sont nombreuses, plus l'importance de l'État est sapée. Ici, la notion d'éthique donc est à comprendre comme synonyme de la morale. La morale d'État étant le ciment de l'unité du peuple, qui empêche alors la multiplication des institutions morales, il faut, afin d'éviter que l'individu isolé ne soit donc pris dans cette pluralité des liens éthiques, repenser une éthique à l'échelle sociale plutôt qu'individuelle. C'est la raison pour laquelle Carl Schmitt pourfend et s'oppose à l'universalisme, en tant que doctrine qui nie la spécificité éthique de chaque État, une position qui d'ailleurs le place dans une tradition empruntant beaucoup à la pensée de la contre-révolution, ou du moins à son aversion à l'égard des droits naturels, et Schmitt affirme que la seule pluralité qui existe est celle des États. Mais si l'État lui-même devient pluraliste, son éthique, à savoir celle du souverain, qu'il soit un monarque ou tout simplement le peuple, bascule au détriment de son unité, ce qui engendre la guerre civile. Le devoir d'engagement pour l'État, je le cite à nouveau, est par conséquent selon lui un devoir d'unité pour éviter de retomber dans une situation assez proche de l'état de nature présenté par Thomas Hobbes, à savoir celui d'un état de guerre de tous contre tous. Le libéralisme, et par extension son application politique qu'est le parlementarisme, conduit à l'état de guerre de tous contre tous par la multiplication des intérêts individuels et des éthiques.
Cette thèse d'une philosophie libérale qui, en réalité, nous ramène à l'état de guerre de tous contre tous, en ayant voulu l'éviter, a notamment été reprise par le philosophe antilibéral Jean-Claude Michéa. Ayant écarté l'hypothèse de l'État pluraliste, Carl Schmitt termine son analyse en démontrant l'impasse que constitue la souveraineté du Parlement, credo du libéralisme classique, dans la quête d'unité, qui, rappelons-le, est le seul gage d'une démocratie réelle. Si l'État absolu en France est né aux alentours du XVIe siècle, c'est-à-dire après la quasi-disparition des corporations féodales, en France le processus de centralisation de la monarchie capétienne a peu à peu abouti à l'anéantissement de la féodalité, très vite s'est imposée l'idée de l'état de droit. Sans rentrer dans les origines de ce que la philosophie du droit allemande a nommé le Reichsstaat, qui en est très proche, Schmitt le définit tout simplement comme, je le cite, un État constitutionnel bourgeois. Le propre de l'idéologie bourgeoise, le libéralisme, et je ne cesserai de le rappeler, a été en effet de réduire l'influence de l'État à sa dimension purement organisationnelle des relations sociales. Rappelons que si le contractualisme de Thomas Hobbes répondait à la question simple qu'est « Comment doit-on protéger les hommes les uns des autres ?» par l'idée du Léviathan et de l'État, la principale préoccupation du contractualisme de John Locke, qui est le père du libéralisme anglais, a été de répondre à l'interrogation de savoir comment les hommes devaient dès lors se protéger du monstre qu'ils avaient eux-mêmes créé pour se protéger les uns des autres. Ce n'est pas évident à suivre, mais pour faire simple, tandis que Thomas Hobbes, dont Schmitt est l'héritier naturel, argumentait que l'état civil nécessitait que les individus abandonnassent leur droit à l'état de nature, notamment le droit d'user de leur volonté de puissance, John Locke a au contraire pris le parti pour un état civil respectueux des droits naturels. Le principe de démocratie parlementaire, que les penseurs du XVIIIe et XIXe siècle ont appelé démocratie représentative, devenant plus tard ce que nos contemporains maintenant nomment démocratie libérale, n'est en conclusion pour Carl Schmitt ni plus ni moins que le court-circuitage de la sphère politique par la classe bourgeoise désireuse de faire du Parlement, je le cite enfin, le théâtre d'une partition pluraliste des forces sociales organisées, afin de substituer à la démocratie un état de droit davantage soucieux des droits de l'homme bourgeois que de la représentation réelle de la volonté générale. Telle est la supercherie de la République de Weimar, cette prise en otage de la souveraineté de l'État par une classe politique, la classe discutante comme l'appelle Carl Schmitt, ayant paralysé l'exercice de la décision au profit d'une discussion perpétuelle, n'a pu que nourrir l'antilibéralisme de Schmitt, ainsi que celui de tous les penseurs de la révolution conservatrice allemande, dans un contexte où la crise économique a été perçue comme profitant à une certaine classe sociale. Difficile de résumer la pensée d'un auteur aussi brûlant que celui-ci en un seul ouvrage. Il est important que vous voyiez cette analyse de la relation entre parlementarisme et démocratie comme une modeste introduction à un courant de l'histoire des idées dans la lignée des théories de la contre-révolution dont nous avions déjà élaboré la critique dans notre vidéo sur les penseurs de la droite. Si Carl Schmitt a marqué l'ensemble du spectre politique, de Lukács à Derrida en passant par Strauss ou encore Arendt, c'est parce que sa critique de la modernité, son étatisme et son antilibéralisme ont pu inspirer aussi bien un pan de la pensée post-marxiste, à l'image de la philosophe Chantal Mouffe, que certains intellectuels de la nouvelle droite comme Alain de Benoît. C'est ce qui rend son œuvre fascinante. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, vous abonner à la chaîne, c'est bon pour le référencement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, également à suivre les versions podcast ou lire mes articles sur politophile.com.